Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir et bienvenue dans votre émission sportive Stade d'ici et d'ailleurs. Et comme toujours, je suis accompagné de grands journalistes sportifs. Je vais nommer Freddy Rapo et Moucharaf Soumano. Monsieur, comment vous allez? Ça va, Samuel, bonjour. Comme toujours, vous êtes bien réveillé, j'espère. Bien évidemment, on est là au calme. Vous êtes prêts pour débuter notre émission? Toujours. Super. De l'autre côté de la baie vitrée, celui qui va nous conduire tout au long de cette émission se nomme Francis Iboukoulé. Et alors, pour commencer, comme d'habitude, on va jouer de la musique et on écoute Serge Beno dans Zam Kolobo. Créateur, on y va tout le monde. Chou, c'est que ta maman, chou. Allez, 1, 2. Président Yakou Wakone. Yaya Meite, APE, fort. Ambassadeur, Sangare Sidiki Boubacar. Apprêtez-vous, ça va démarrer. On n'est pas dans la woba, mais tu connais. C'est ça les poupées décalées. Et ma angoisse, comment je m'appelle? Ah, ça m'a levé. Une fois déchargé, tu connais ces gigatés. Rechargé. Allez, tchè. Tu dis que tchè. Tu dis quoi, tchè. Chou. Hey, Nabil Balou.
Sidi Mohamed Kognassi. Attends, hey! C'est Mécheux, c'est jamais Mécheux. Oh, c'est pas Mécheux. Attends, y'a similitude? Tu dis quoi même? Dosé. Carrefour des bazins, Kola Tchukari, Akafa Wakake. Benanas Doumbia, mon frère, ça bouge pas. À présent, nous nous intéressons à notre premier sujet de discussion qui est la préparation de l'équipe féminine U17 pour la Coupe des Nations de la zone UFOA-B. Ce tournoi se déroulera prochainement au Ghana et les Amazones du Bénin sont en plein stage de préparation. Avec un groupe de 30 joueuses, elles se concentrent sur des entraînements intensifs pour représenter le pays de manière compétitive dans cette première édition de la compétition. Alors, ma première question que je vais adresser à Freddy, c'est quels sont les principaux défis auxquels les Amazones U17 du Bénin doivent faire face pour être compétitives lors de la Coupe des Nations de la zone UFOA-B? Bon, tout d'abord, je pense que ça passe par une très bonne préparation déjà. Je pense qu'elles sont en regroupement depuis quelques jours. Oui. Et vu que la compétition est pour le 12 décembre, ça laisse encore un peu de temps pour peaufiner les derniers détails avant le grand jour. Donc, comme je le disais, ça passe par une bonne préparation pour aller atteindre les objectifs. Ça dépend aussi des objectifs qui sont fixés. Mais pour déjà une première édition du tournoi, et vu que ce sont les U17 de l'équipe féminine, je pense qu'on ne va pas forcément mettre le curseur très haut. Je pense que ça passe déjà par faire bonne figure, donc ne pas être ridicule à cette compétition-là. Donc voilà un peu ce à quoi on peut s'attendre en termes de préparation, en termes de prestations aussi pour nos jeunes Amazones. Ah, vous entendez, on dirait que c'est oui, voilà, elles vont participer à cette compétition, mais vous ne pensez pas qu'elles peuvent aller loin? Après, j'essaie d'être un peu réaliste parce que ce ne serait pas sincère de ma part de dire que il faut y aller pour gagner, il faut y aller pour... sachant qu'elles ne sont pas... On ne sait pas encore réellement ce que cette équipe-là vaut. Je pense que c'est une fois à l'œuvre, quand on les verra, on saura de quoi elles sont vraiment capables. Ouais. Que sur les prochaines compétitions, on peut se fixer vraiment de vrais objectifs. Donc, je pense qu'il y a quelques années, même on voyait nos équipes féminines qui désistaient des compétitions à la dernière minute. Alors que c'est en allant à ces compétitions-là qu'on va savoir... qu'on connaîtra nos forces et nos faiblesses. Nos faiblesses et ensuite les corriger. Donc, pour une première édition, on n'a qu'à les envoyer déjà en les mettant dans les meilleures conditions pour ne pas vraiment les envoyer à l'abattoir. Et ensuite, on pourra faire le bilan et en tirer les bonnes leçons. Super. Et Mouchard, de votre côté, les défis? Oui, je pense que déjà il faut faire vous êtes l'étape expérience. Oui, je suis d'accord parfaitement avec Freddy parce que on ne va pas leur mettre des ambitions. On ne va pas leur mettre des ambitions, des objectifs XXL. La participation, c'est déjà quelque chose de très significatif, d'autant plus qu'elles dorénavant appartiennent à une poule composée de 2 équipes, c'est-à-dire le Bénin et le Ghana, le pays hôte. De l'autre côté, il y a le groupe B qui est composé de 3 pays, le Niger, la Côte d'Ivoire et je crois bien le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a désisté. Je vais rapidement voir dans mes fiches. Donc les pouliches de Ida Azonsou qui ont démarré leur stage, je pense que c'est bien qu'on les rassemble très tôt. Il ne faudrait pas attendre la veille et faire 3-4 jours de séance d'entraînement. Déjà, il y a une première préparation qui a été faite. Les filles, elles sont majoritairement composées des jeunes élèves et jeunes écoliers qui sont allés représenter le Bénin du côté du Niger lors du tournoi scolaire, ajouté à quelques jeunes filles qui jouent le championnat de 2e division, mais avec une tranche d'âge de 17 ans véritablement respectée. C'est déjà bien, il n'y a pas eu de tripatouillage sur les âges, il n'y a pas eu de renaissance en groove comme on a l'habitude de voir dans certains secteurs, je vais dire, de sexes différents. Voilà, suivez mon regard. Maintenant, le fait qu'elles aillent du 12 au 26
porter haut les couleurs du Bénin, on le leur souhaite véritablement, mais on ne tirera pas à balles réelles sur elles, quelle que soit la performance, quels que soient les stats, quels que soient les résultats qu'elles viendront à amener après cette édition. Alors super, vous allez continuer également. Comment les efforts de préparation et le soutien logistique actuel peuvent-ils influencer les performances des joueuses de cette première édition? Oui, déjà, c'est une question très pertinente dans la mesure où la Fédération béninoise de football et aussi principalement la commission féminine de cette instance dirigeante du football béninois a l'œil en poupe ou le vent en poupe pour savoir que pour une réussite d'une compétition, la participation, pour qu'elle soit optimale, il faut véritablement qu'il y ait les moyens mis à disposition des filles, que ce soit les choisibles, les maillots, les crampons, et aussi une alimentation saine, un suivi médical bien rigoureux. Il ne doit pas avoir de problèmes disciplinaires, de décisions de dernière minute à hésiter à prendre, non. Il faut, au même titre que les garçons, dans ces mêmes conditions, leur offrir véritablement les moyens, même les complexes hôteliers dans lesquels on doit les loger de l'autre côté d'Accra. Il faut que ce soit des points stratégiques bien déterminés, bien choisis en fonction de la proximité du stade. Il faut aussi que les entraîneurs, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut véritablement, parce qu'on ne peut pas confier une tâche à un entraîneur et ne pas lui attribuer les moyens qu'il faut. Par exemple, les plots, les ballons de football, les différentes infrastructures, le charrette de matériel doit être véritablement équipé, le médecin de l'équipe, et aussi il faut faire voyager les jeunes filles par avion, s'il vous plaît. C'est vrai, Ghana c'est à côté, en traversant Lomé, on entre directement dans le Ghana, mais il y a des lignes directes Cotonou, Accra. Ne pas faire voyager les enfants par bus, c'est déjà des enfants très fragiles, très jeunes. Il ne faut pas prendre le risque de bâcler la préparation. Ses moyens? Bien évidemment, non, mais quand on se permet d'investir les mêmes moyens pour les garçons dans tous les âges, mais ce n'est pas les mêmes. Il faut ce n'est pas les mêmes calibres, comme on le dit. Mais ce sont les mêmes dirigeants, donc là où ils trouvent les moyens, ils doivent pouvoir continuer à trouver ces moyens, les sorties pour que les filles soient dans de bonnes conditions. Maintenant, en ce qui concernera les résultats, on pourra analyser. Mais déjà, l'option participation, c'est bien, d'autant plus que c'est une première édition qui a vu déjà 2 pays désister. On a vu le Togo, je crois bien. On a vu aussi le Burkina Faso, par courrier de sa fédération, désister. Mais le Bénin garde sa position de participer. C'est bien, ça va permettre aux filles d'avoir une expérience internationale et de pouvoir se projeter sur d'autres événements à venir. Et oui, ce côté soutien logistique, est-ce que vous pensez que le gouvernement, le ministre des Sports et tout, peut tout faire pour que ces filles-là puissent avoir ce soutien-là? Oui, avec cette étude. Sachant que nous sommes dans un pays... Avec cette étude, moi je sais que les vieux démos qui ont rongé le football béninois par le passé sont en train de disparaître. Ah bon? Les paradigmes vous connaissez le nom de ces personnes-là? Les paradigmes qu'on a longtemps décriés, les hand-griffes, vous savez de quoi je veux parler. Là, on a assez crié, on a assez dénoncé, et les gens ont entendu, ça a commencé à être corrigé, et le suivi sera effectif pour que ça ne change pas, pour que le navire ne tangue pas ailleurs. Alors Freddy, comment ces efforts-là peuvent aider les joueuses à aller loin dans cette compétition? Oui, je pense que pour que nos joueurs aient une chance, ne serait-ce qu'une infime chance de pouvoir faire bonne figure, c'est que toutes ces conditions-là soient réunies en fait. Parce que souvent, dans ce genre de compétition ou des éliminatoires pour les différentes compétitions, on sait qu'a priori, nos joueuses partent avec un léger désavantage sur le plan technique ou sur le plan tactique, tout ça. Mais il se fait que souvent, il y a aussi les problèmes sur le plan organisationnel qui viennent encore nous sanctionner un peu plus. Quoique l'exemple qui me vient en tête, c'était en début d'année où c'était les U20, si je ne me trompe pas, du Bénin, les Amazones qui devaient affronter l'Algérie. C'est cette catégorie des U17, toujours. De la précédente génération, oui. Justement. Où, déjà, le match à domicile s'était déroulé dans des conditions très compliquées. Elles ont pu remporter le match aller 2-0, oui. 2-0 avant finalement de complètement couler en Algérie. Donc, si on a déjà des joueuses qui, avec beaucoup de détermination, avec leur talent, arrivent à faire de bonnes choses, il ne faudrait pas que ce soit finalement nos dirigeants, par peut-être leur négligence ou le fait de ne pas mettre assez de moyens qui nous pénalisent. Parce que moi, bon, peut-être que ce que je vais dire va un peu diviser, mais je pense que c'est peut-être préférable même de mettre plus de moyens au niveau des femmes que des hommes. Justement, parce qu'on sait que de toute façon, les femmes partent avec un certain désavantage. Donc, même si on se dit qu'on va mettre les mêmes moyens,
on ne va pas avoir les mêmes résultats parce que justement, elles partent un peu plus loin. Donc, peut-être souffrons que, en tout cas, du moment où on veut vraiment le développement du football féminin, souffrons que sur les premières années qu'on mette des moyens vraiment colossaux et après, lorsqu'elle arrive à un niveau, disons, optimal, on peut maintenant stabiliser au niveau des budgets qui seront alloués à ce secteur-là. Mais vraiment, ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on met les moyens, soit on se dit vraiment que bon, le football féminin, on crée les équipes pour faire joli parce que il y a une équipe féminine au Togo, en Côte d'Ivoire, donc on en crée aussi au Bénin. Mais il faut vraiment se fixer de vrais objectifs pour aller chercher des qualifications pour les compétitions, aller faire bonne figure. Ce que tu dis, c'est pas faux, mais moi je me dis, si du côté des hommes, voilà, je veux dire, même les U17, les U20, ça ne va pas, est-ce qu'il faut forcément aller chez les filles? Parce que là, vous avez dit, ce que vous avez dit, ça peut peut-être diviser, il faut peut-être donner beaucoup plus de force à ces filles-là. Est-ce que vous pensez que si chez les hommes ça ne va pas, il faut forcément laisser. Bon, je suis sûr que c'est pas ce que vous voulez dire, mais est-ce qu'il faut forcément laisser ces hommes-là pour s'intéresser aux filles? En fait, c'est pas une question de laisser peut-être les hommes pour les femmes, mais donner quand même les meilleures chances possibles aux deux catégories. Juste qu'il y a une catégorie qui est plus favorisée qui est plus favorisé historiquement et vu qu'il y a une nouvelle catégorie, disons, de football féminin qui vient d'arriver et qui a besoin d'un peu plus d'attention, pourquoi ne pas leur donner cette chance-là? Et rapidement, pour le sujet, j'ai envie de prendre l'exemple du Cameroun, où il fut un temps où l'équipe A des hommes faisait des résultats très mitigé, disons, entre 2014 et 2016, où on a connu la Coupe du Monde avec la bagarre entre les joueurs, les problèmes de primes, etc. Et sur cette période-là, c'est l'équipe féminine, justement, à la Coupe du Monde avec la génération Kaelen Ganamouit, Ongene Aboudi, qui a donné de la joie à ce peuple camerounais-là en allant chercher un huitième de finale de Coupe du Monde. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu drôle actuellement, mais si vraiment on a une équipe féminine qui fait de vraies performances, ça peut toujours aussi raviver de la joie dans le cœur du peuple. Et rapidement aussi, deuxième chose, on a souvent cet argument de dire que bon, on ne peut pas investir autant dans le football féminin que masculin parce que ça rapporte plus au niveau du football masculin. Mais bon, soyons réalistes, les Européens peuvent sortir cette excuse-là, mais qu'est-ce que rapporte concrètement, à part peut-être l'équipe A, mais même l'équipe A c'est discutable, est-ce que économiquement les hommes rapportent quelque chose en termes de plus-value sur le plan financier? Point d'interrogation. Pas du tout, carrément pas du tout même, carrément pas du tout. C'est plus une question de rayonnement parce qu'on sait que le football, ça offre un certain rayonnement en termes de soft power, sinon c'est pas une question économique en fait. Donc justement, posons des vraies questions. Super, alors on va laisser ce sujet-là pour parler d'un autre sujet que Moucharaf aime bien, c'est l'utilisation de la vidéo assistance à l'arbitre, VAR. Alors, je sais pas, vous avez regardé sûrement les matchs, les derniers matchs du championnat en Liga, Champions League et tout ça. Vous avez sûrement constaté qu'il y a eu des critiques envers cette nouvelle technologie-là où l'arbitre, même s'il n'arrive pas à regarder les vidéos, il n'arrive toujours pas à décider, ou soit il décide et puis les supporters trouvent que c'est pas comme ça ils devaient réagir et tout ça. Alors, je vais vous laisser répondre à ma première question. La VAR garantit-elle une réelle équité ou introduit-elle de nouvelles sources de controverses dans les décisions arbitrales? Déjà, Samuel, il faut partir du principe qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai, la VAR, c'est pas une... Mais si ça c'est pas un être humain, mais c'est une œuvre humaine. C'est un assemblage de machines, de technologies, qui ont concouru à ce que nous ayons cette infrastructure, ce dispositif pour pouvoir réguler un peu les positions irrégulières surtout, qu'on appelle hors-jeu. Maintenant, c'est vrai, l'arbitre, il est humain à la base. Il peut aller regarder à l'écran et se convaincre d'une chose. 1 millimètre près, parce qu'aujourd'hui, on voit avec la VAR, nouvelle génération réactualisée, même quand c'est l'échantillon du maillot de l'attaquant ou du joueur qui, dans une position action offensive, est un peu plus légèrement avancé que le défenseur, très rapidement, la VAR le check et le but n'est pas validé ou carrément l'action est arrêtée. Donc il faut dire que la VAR, il ne faut pas
carrément se focaliser sur les objets néfastes, mais il faut voir ce que la VAR peut nous apporter en termes de régulation et en termes de diminution d'injustice, pas en termes de suppression absolue d'injustice. Moi, c'est un peu la logique dans laquelle je me suis mise avec la VAR. Maintenant, quand les gens parlent, ils ont raison, parce que fanatiquement, amoureusement, affectueusement de leur formation. Mon cher il faut dire que oui, ils ont voilà un penchant, mais il faut dire en toute honnêteté que la VAR fait un grand travail, la VAR, les arbitres VAR font un boulot énorme et après il y aura forcément des discussions, il y aura forcément des contestations. Mais il va falloir que nous puissions laisser un peu le cœur et laisser les gens travailler, laisser la VAR continuer, sans toutefois manquer d'objectivité. Alors Freddy, vous pensez que la VAR aussi a une réelle équité ou introduit-elle des nouvelles controverses? Bon, déjà c'est bien de se poser la question du rôle que joue concrètement la VAR, parce que comme mon cher l'a dit tout à l'heure, c'est déjà une œuvre humaine. Bon, une œuvre humaine, donc toute œuvre humaine n'est pas parfaite et qui est également utilisée par des humains qui par essence ne sont pas parfaits également. Donc, souffrant que forcément tout ne soit pas encore juste au millimètre, tout ça. Mais ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est que dès la création, la plus grosse erreur avec la VAR, c'est que la FIFA ou ceux qui ont promu un peu cet instrument-là l'ont présenté comme un instrument qui allait balayer toutes sortes d'injustices. Je pense que le gros problème vient de là. Parce que justement on a parlé de la VAR comme on est parti du fait qu'il y avait des erreurs arbitrales. Bon, peut-être si on doit se rappeler de gros matchs, le titre de l'Angleterre en 66 où le ballon, est-ce que ça a franchi la ligne, est-ce que ça n'a pas franchi la ligne, la main de Maradona, tout ça. Donc on est parti de toutes ces erreurs-là pour dire qu'avec la VAR toutes ces injustices seront réparées, sans pour autant se dire qu'avec l'introduction de cet instrument-là, ça allait apporter d'autres types d'erreurs. Parce que on a beau critiquer l'instrument, mais ce n'est pas l'instrument en lui-même le problème, mais c'est plutôt son utilisation. Parce que la VAR... Forcément, ceux qui je sais pas, ceux qui devaient mettre en application, voilà, assurer la mise en œuvre. Oui. Voilà. Parce que je pense que si ce point a deux problèmes, c'est que la VAR, ça permet de revisionner une action qui est, disons, litigieuse. Ça donne juste la chance à l'arbitre de revoir l'action pour voir s'il a soit commis une erreur ou pas. Donc, souvent, les mains sont souvent obligés de controverses, de polémiques. L'erreur, ou bon, pas l'erreur, mais les débats partent du fait même qu'au niveau de la règle, c'est quoi une main dans la surface de réparation ou pas, il n'y a pas vraiment consensus, parce que on parle de main, un coup la loi dit main volontaire, main main collée au corps, pas collée au corps. C'est que déjà dans la loi, même dans les lois du jeu de l'IFAB, il y a déjà une certaine ambiguïté au niveau de cette règle-là. Donc, qu'est-ce que l'arbitre ou bien qu'est-ce que la VAR peut y faire concrètement? Je pense que c'est de là. Et deuxième chose, sur les hors-jeux. Bon, il y a aussi des injustices par le passé où bon, peut-être le bout du crampon. Voilà. Donc, pour ne pas avoir à peut-être pour être strict finalement, pour enlever toute ambiguïté, l'instrument met le hors-jeu au millimètre. Oui. Parce que pour l'équipe qui est peut-être lésée, ils se disent oui, bon, pourquoi siffler un jeu pour 1 millimètre? Mais de l'autre côté aussi, l'équipe qui subit, qui est victime, justement, peut aussi se sentir lésée parce que 1 centimètre c'est 1 centimètre. Donc ça reste un jeu. Donc finalement, je pense que le vrai problème autour de ça, c'est que c'est plus les supporters. Parce que d'un côté, la même décision qui les arrange, ils vont encore s'insurger contre ça parce que finalement ça ne les arrange plus. Donc pour finir, je pense que à chaque étape de l'histoire, le football a connu de nouvelles règles, de nouveaux instruments, et ça a pris du temps pour qu'on s'adapte à ça. Donc je pense que
la VAR est en plein dans son époque où il y a de nouvelles technologies, la Golden Technologie est arrivée il y a quelques années. Donc, sur les premières années, souffrons qu'il y ait encore des réglages à faire. Et puis, je pense que dans quelques années, la machine sera encore plus rodée. Et qu'est-ce que vous pensez des fanatiques des clubs qui disent que voilà, la VAR ou bien l'arbitre est contre notre équipe parce que la VAR a montré que voilà, il n'y avait pas penalty, mais l'arbitre a quand même sifflé penalty, et tout comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà là, il va falloir que chacun puisse laisser un peu du sien en comprenant la logique des actions, puisque c'est vrai, la VAR est là, mais les actions sont en temps réel. Et l'arbitre n'a qu'un millimètre de seconde, sinon d'une fraction de seconde pour pouvoir prendre sa décision. Quand il la prend, il peut revenir sur ça. Maintenant, l'arbitre, c'est quelqu'un qui est convaincu d'abord. Et quand il fait un rétro-contrôle négatif, c'est que ça joue sur son moral. Et ça pourrait empiéter sur le reste du match. Donc, il faut peut-être que les formations elles-mêmes, les clubs, qu'ils soient professionnels ou non, participent à des sensibilisations, à des je vais dire, actions de remue-ménage et de lavage de cerveau en griffe pour leurs supporters, pour leurs fanatiques, afin qu'ils puissent prendre avec un peu de tolérance, un peu de patience et que le football puisse progresser. Alors, dites-moi, la VAR nuit-elle à l'expérience des supporters ou en interrompant le rythme des matchs, selon vous? Moucharaf, bon, je crois que non. Je crois que non, parce que tout ça, c'est... Vous voyez, quand il y a une action litigieuse et il y a ce signe-là, on est tous excités encore de voir quelle est la suite qui sera donnée. Mais donc il y a toujours cette adrénaline. Quand ça prend du temps, c'est vrai, ça peut friser un peu au manque de patience, mais non, moi je ne pense pas que... Au contraire, moi je trouve même que le fait qu'on arrête le jeu et qu'on soit suspendu aux lèvres, aux actions de l'arbitre... Coupe du monde Argentine, Coupe du monde Argentine, France, je ne sais pas si vous vous rappelez, pénalty que Mbappé a mis. Ça fait plus de 4-5 minutes avant que l'arbitre ne prenne la décision. Oui. Mais tout ça, ça nourrit l'adrénaline. Et je pense que le football, les supporters en ont besoin. Donc le fait qu'on coupe des séquences de match pour aller voir l'écran témoin, moi je pense qu'il n'y a pas de souci à ça. Vous êtes d'accord avec Moucharaf? Oui, totalement. Je pense que c'est plus des... Prochainement, je vais chercher un sujet sur lequel vous allez vous manger façon. Pas de problème. Donc, comme je disais, je pense que c'est plus une excuse qui est avancée par des gens qui veulent jouer aux puristes. Bon, les gens, ils aiment trop le football à l'état de nature, alors que, bon, le football déjà, à ses débuts, n'a rien à voir avec le football qu'ils ont connu, n'aura rien à voir avec le football qu'il y aura dans 50 ans. Donc, essayons de voir l'évolution des choses et c'est tout. Bon, pour revenir rapidement à la longueur des actions, il y a deux choses. Premièrement, il y a une certaine incompréhension parce que souvent, quand il y a une action litigieuse, c'est que la réalisation au niveau de la télé nous montre déjà le ralenti. Donc nous on a l'impression que l'arbitre aussi est censé voir le ralenti de la réalisation, alors que non, ça c'est pour nous, pour les téléspectateurs. Donc nous on peut déjà juger l'action rapidement et se dire bon il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, tout ça. Mais l'arbitre de l'autre côté, lui, il communique avec les arbitres VAR et au besoin doit aller voir au niveau de la cabine. Donc vu que nous on a déjà notre avis sur l'action, on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas alors que... Et bizarrement j'ai regardé un truc la dernière fois où ceux qui sont derrière les ordinateurs pour vérifier ces trucs-là, quand eux ils regardent et ils voient que pour eux, quand il y a penalty, ils disent bon, pour moi il y a penalty. Ils discutent avec l'arbitre et ils disent pour nous il y a penalty. Mais c'est à l'arbitre de prendre la décision. Voilà, vous pouvez aller vérifier. Je vous conseille d'aller vérifier maintenant de votre côté pour décider. Donc quand les arbitres sifflent comme ça, c'est pas parce qu'ils sont contre des équipes, non, c'est parce qu'ils se disent voilà. Ceux qui sont de l'autre côté m'ont dit il y a penalty, ils m'ont dit d'aller vérifier, j'ai vérifié. Pour moi aussi il y a penalty, donc je siffle. Donc c'est normal, c'est pas lui seul qui a décidé et tout ça. Voilà, il faut aussi garder à l'esprit que quoi qu'il arrive, la VAR n'est pas censée être au-dessus de l'arbitre. C'est juste un instrument qui est censé l'aider. Donc les arbitres de la VAR, ils sont juste là à titre consultatif pour dire ok il y a tel élément, mais la décision finale revient quand même à l'arbitre central, c'est lui qui prend la décision et tout. Pour parler rapidement de l'aspect évoqué par Moucharaf qui est peut-être l'adrénaline que ça fait monter sur les actions un peu litigieuses. Il y a deux exemples qui sont assez marrants. Déjà Manchester City, Tottenham, où le match, les Spurs ont gagné 4-0, je crois. Non, je crois le match retour où il y a eu 3-2, je crois, où Hugminson avait mis un doublé. Où Sterling avait marqué dans les dernières minutes en croyant donner la qualification à Manchester. Et puis là, va intervenir pour finalement mettre la clim. La clim à la Cole Palmer. Justement.
Et puis, deuxième exemple, la saison dernière avec le Real Madrid, où Rosselló marque le deuxième but. Face au Bayern Munich. Face au Bayern Munich, et il y a la VAR qui revoit l'action avant de finalement donner la victoire au Real de Madrid. Donc, c'est aussi une autre forme d'émotion. Parce qu'on était habitué à exploser de joie spontanément quand il y a un premier but qui est marqué. Mais bon, le fait qu'il y ait aussi la VAR qui intervient, le classico, le dernier classico avec Mbappé qui a marqué le premier but contre Barça, qui a célébré, il a bien célébré et tout ça, mais après le but a été refusé. Alors ma dernière question, c'est quelle amélioration ou alternative pourrait être apportée pour concilier précision des décisions et fluidité des compétitions sportives? Déjà, je crois, comme je l'ai dit, il faut qu'on puisse penser à instruire les supporters. Je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut les convoquer en groupe ou carrément aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les plateformes digitales, faire des cours d'explication de notions arbitrales aux supporters pour qu'ils puissent être un tout petit peu parce qu'il faut le dire, de l'autre côté en Europe, les supporters ont des associations. C'est pas comme ici où chacun se rend. Voilà. Là-bas, il y a des associations des supporters, il y a des présidents. Il y a des cotisations même qu'on fait mensuelles pour accompagner le club. Exactement. Donc il faut vraiment qu'on y arrive. Et vous savez, les gens parlent avec beaucoup d'ignorance. Les gens sont incultes et ils ne veulent pas se documenter. Mais c'est eux les grands gueuleurs, c'est eux les gros donneurs de leçons, malheureusement. Nos papas avoir la lumière dans les stades. Tu as l'impression qu'ils veulent rentrer sur le terrain pour tabasser les joueurs. Alors que les textes sont là, ils n'ont peut-être jamais lu un seul article du code des arbitres internationaux, non? Mais c'est eux qui ont plus de connaissances, de compétences sur Bonaventure Kofi-Kodia que Clément Turpin, que tous les grands arbitres, Papa Gassama et tout. Donc il faut qu'on puisse aller à l'école de l'instruction, qu'on puisse se cultiver un peu. Comme ça, on pourra faire un tout petit peu l'équilibre entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on aime, ce qu'on voudrait avoir et ce qui normalement devait être. J'imagine que Freddy est d'accord. Comme d'habitude. Bon, il y a aussi un point à souligner, c'est que souvent les dirigeants aussi des clubs n'aident pas trop à cela parce que peut-être qu'en âme et conscience, ils savent que la décision est justifiée. Mais ils vont raviver justement la haine et justement les supporters pour suivre le club vont aussi gueuler. Après, je pense que les débats autour de la VAR sont surtout dus au fait qu'on ne sait pas ce qui se dit aussi entre les arbitres qui sont dans la cabine et puis l'arbitre central. Donc, si on peut mettre un système en place pour qu'on puisse entendre ce qui se dit, les conversations entre les différents arbitres, je pense que ça pourrait aussi aider à la compréhension. Je pense qu'en Ligue 1, ils ont expérimenté. Ça, il y a la saison dernière ou la saison surpassée. Donc, si on peut généraliser ça, je pense que ça va calmer un peu les tensions qu'il y a. Ok, super. Alors, on va poursuivre la discussion. On va marquer d'abord une petite pause musicale et on revient juste après. Judith on the beat. Monsieur Sanogo, la force tranquille. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu bouges? Comment tu bouges? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu bouges? Comment tu bouges? C'est quelle partie de ton corps tu touches? C'est quelle partie de ton corps tu touches? Oh, c'est quelle partie de ton corps tu touches? J'ai dit, c'est quelle partie de ton corps tu touches? Blocage. Bouge. Président Konaté.
as vu ça comment? Zena de Bamba. Bouge. Général Joe, Martial Bationo. Bouge. Kader Bakayoko. Jeweth on the beat. Alors, on va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs 2025. Le tirage au sort de cette compétition s'est déroulé le 5 décembre 2024. Cette édition prévue du 15 juin voilà, au 13 juillet 2025 aux États-Unis adopte un nouveau format élargi à 32 équipes regroupées en 8 groupes de 4. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Oui, voilà, bien 32 équipes, 8 groupes de 4. Voilà. Les représentants de chaque confédération voilà, incluent notamment en Afrique. Je vais parler de l'Afrique. Il y a 4 équipes. Je ne sais pas si vous les connaissez, Freddy. Vous connaissez les 4 équipes? Oui, je pense qu'il y a Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Oui. Le Wydad Casablanca du Maroc. Al Ahly d'Égypte. Oui. Et l'Espérance de Tunis. Exactement. L'Inter Miami de Messi en tant que représentant du pays hôte fait également partie de la compétition. Alors, ma première question, c'est déjà à Freddy que je vais poser à Freddy. Quels sont vos avis déjà sur cette nouvelle compétition? Ce nouveau format, je vais dire. Oui, bon, le format en lui-même, je pense que c'est quand même bienvenu parce qu'il y avait le format qu'on connaît sur les dernières années avec juste quelques équipes, les vainqueurs des différentes compétitions sur le plan continental, vainqueurs de Ligue des Champions, vainqueurs de Copa Libertadores, Ligue des Champions, CAF, tout ça. Bon, c'est vrai que le premier problème, c'est que ça se jouait en pleine saison. Et il y avait des équipes, par exemple l'équipe européenne qui était avantagée parce que ces équipes-là ne jouent que 2 matchs finalement, demi-finale et finale. Et bon, on savait que dans tous les cas, c'est l'équipe européenne qui allait remporter à la fin. Donc sous cet angle-là, c'est peut-être bien de mettre un nouveau format avec beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de matchs. Après, bon, moi, cette compétition, j'ai un peu du mal avec parce que, si on doit se dire la vérité, c'est une compétition qui a été créée pour des objectifs purement financier. Donc, je pense que la base est déjà un peu faussée. Parce que depuis plusieurs décennies, la FIFA a toujours voulu avoir un peu sa part du gâteau dans l'argent qui se faisait en Europe. Parce qu'ils voient un peu ce qui se faisait. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Très sûr, et j'assume. Donc, ils voient tout ce qui se faisait comme bénéfice au niveau de la Ligue des Champions, bon, même si les clubs européens se plaignent, tout ça. Mais ils ont toujours voulu chercher ce moyen-là d'avoir un peu leur part du gâteau. Donc, créer une compétition avec beaucoup plus d'équipes, ce qui signifie beaucoup plus de clubs européens, c'est un moyen également d'attirer les regards des fans du football du monde entier, parce qu'une compétition, il y a le Real, le Barça, la Juve, etc. Ça va forcément intéresser. Sauf que finalement, ça n'a pas donné l'effet escompté parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des diffuseurs. Quoi, finalement, DAZN qui a eu aussi les droits veut finalement diffuser ça gratuitement, c'est ce que j'aurais entendu. Alors qu'ils l'ont acheté à plus d'1 milliard d'euros. Justement, donc ça montre un peu le camouflet, même avant le début de la compétition, que c'est en train de devenir. Après, DAZN, je pense que c'est plus une opération reconquête parce qu'avec la Ligue 1, déjà, on sait le gros bid que c'est déjà en train de faire. Donc, en offrant une compétition comme ça aux fans, c'est un moyen également d'attirer des abonnés parce que la gratuité attire toujours. Et ensuite, maintenant, commencer à proposer des abonnements payants sur les prochaines compétitions. Donc, finalement, ça ne reste que du business. Mais on va quand même essayer... bien élaborée. On va essayer de rester sur le football parce que c'est ça qui nous intéresse après. Alors, Moucharaf, pour une première fois sur le plateau, peut-être que je ne serai pas d'accord avec Freddy. Moi, je préfère peut-être voir le côté challenge sportif parce que, comme il le disait, auparavant, nous étions habitués à un format 5-6 équipes maximum, moins d'une dizaine, qui s'affrontaient en play-off. Et bon, généralement, c'est toujours le représentant européen qui se taillait la coupe. Malheureusement, ou heureusement, je pense que là, le format est revu avec 32 clubs. C'est bien dans la mesure où ça va nous permettre de pouvoir assister à de très belles rencontres.
regardez dorénavant les matchs amicaux entre les pays, par exemple France, Sénégal, comme on avait de par le passé, ce n'est plus existant puisque la Ligue des Nations est venue. Oui. Mais aujourd'hui, on a la Coupe du Monde des clubs qui est venue. On peut voir des clubs africains affronter des clubs américains, des clubs africains affronter des clubs européens. Des clubs par exemple comme River Plate, Boca Juniors, dont on a toujours entendu parler, mais on n'a jamais vu jouer parce que déjà, le championnat, c'est difficile d'avoir accès à la visibilité en Afrique. Et outre cela aussi, il faut dire que c'est des matchs qui se jouent tardivement, puisque le décalage aurait entre le continent américain et le continent africain. Mais aujourd'hui, avec la Coupe du Monde des clubs, le Wydad de Casablanca va affronter de grosses équipes comme pourquoi pas le Al Ain, pourquoi pas le Real Madrid, pourquoi pas Botafogo, Fluminense. Moi je pense que sur ce côté c'est bien, on va se découvrir, on va goûter au challenge au niveau des autres championnats d'autres continents. Maintenant sur l'aspect financier, il faut se dire la vérité, Gianni Infantino c'est un homme d'affaires, il fait ses affaires à la tête de la FIFA, mais à côté de ça il y a quand même des opportunités pour les joueurs qui continuent de se plaindre parce que la Coupe du Monde des clubs c'est encore une compétition de plus, c'est des matchs de plus, c'est plus de travail pour les journalistes, c'est plus de travail pour les entraîneurs, qui se disaient, c'est plus de souffrance pour les joueurs et les joueurs blessés, voilà, donc les blessures pas possibles et tout. C'est disons c'est du 50-50. Il y a de l'argent, il y a de la compétition, il y a des opportunités, mais il y a aussi la souffrance, quoi. Il y a comme on le dit, il faut souffrir pour avoir de l'argent. Voilà, c'est un peu alors, Freddy, dites-moi, pourquoi la compétition ne suscite pas beaucoup d'engouement? Oui, bon, je pense que c'est aussi parce que au niveau du grand public, on ne comprend pas encore concrètement. Je pense qu'il n'y a pas encore eu, peut-être au niveau des médias européens spécialisés, on n'entend pas encore vraiment parler de cette compétition-là. Parce qu'on entend qu'il y a une compétition qui va se jouer en été. Bon, d'habitude on était habitué à l'ancien format, comme je le disais, bon, qu'il y aura des clubs venus d'un peu partout. Donc concrètement, peu même le système des éliminatoires n'a pas vraiment compris comment le Real, le Real, on peut comprendre par les champions d'Europe, tout ça, mais par exemple, le FC Barcelone, ils se sont arrêtés en quart de finale la saison dernière. Oui, mais ils ne sont pas compris dedans. Le FC Barcelone n'est pas compris dedans, mais les clubs comme le RB Salzbourg, l'Atlético Madrid a talonné de très peu le FC Barcelone. En termes de points, effectivement, c'est un critère qui, sur les 5 dernières années, c'est quelles ont été vos performances au niveau européen. Le FC Barcelone, c'est une évolution en dents de scie avec une qualification en Europa League, une élimination en Ligue des Champions très tôt. Donc, ça fait que le FC Barcelone est talonné et le Real Madrid et l'Atlético vont relancer le Barça en Espagne. Et de l'autre côté, on a des clubs comme l'Inter Milan qui, bien évidemment, se sont illustrés avec une finale il y a, je crois, 2 ans ou un peu moins. Et aussi, il y a des clubs comme Al Hilal qui cartonnent tout en Arabie Saoudite. On aura de gros chocs comme, je vais dire, le Real Madrid contre le Al Hilal de Neymar. Donc, c'est bien, mais à côté de ça, il faut dire, comme Freddy le souligne, c'est un peu trop pour les joueurs. C'est un peu trop pour les joueurs. Alors, je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, peut-être au-delà de l'incompréhension, comme je le disais, je pense que le fait qu'on ait relayé aussi le fait qu'il y avait un manque de diffuseurs, tout ça, je pense que ça a aussi refroidi les gens parce qu'ils se disent que finalement la compétition n'est pas si sérieuse que ça au final. Donc je pense qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la compétition, là peut-être l'engouement. Est-ce déjà une compétition déjà promise aux clubs européens? Bon, c'est vrai que le premier réflexe serait de dire ça parce qu'on connaît les mastodontes que sont ces clubs européens là avec les meilleurs joueurs du monde, avec les meilleurs effectifs. Mais il y a peut-être un facteur à prendre en compte, c'est que justement c'est une compétition de plus dans le lourd calendrier qui est déjà déroulé par ces clubs-là. Bon, le Real, on connaît tous les problèmes de blessures qu'il y a. Donc, premièrement, les joueurs vont arriver fatigués et peut-être on peut se poser des questions sur leur détermination réellement à remporter ce trophée-là. Tandis qu'on a d'autres équipes peut-être d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, tout ça, qui n'ont peut-être pas cet effectif-là, mais qui seront déterminés, qui vont jouer ces matchs-là comme les matchs de leur vie. Imaginez à la Ligue, Real Madrid peut-être, ou à la Ligue des joueurs qui sont habitués à jouer le championnat égyptien, la Ligue des champions CAF, qui vont être face à Vinicius et compagnie. Bon, ils vont pas... Ils vont donner le meilleur. Justement, donc c'est plus là que ça va peut-être se jouer, mais je pense quand même que... Alors, Moucharaf, très rapidement, selon vous, quelle équipe hors Europe peuvent créer la surprise? Déjà, je me réjouis du fait qu'un certain Al Hilal
rase carrément tout sur son passage du côté de l'Arabie Saoudite. Et moi, j'aimerais bien les voir affronter d'autres clubs, puisque la Ligue des Champions, c'est vrai, ça tâtonne un peu, mais quand on voit au niveau national, malgré qu'il y ait de véritables titans comme Al-Ittihad, comme Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, le club de Kalidou Koulibaly, Neymar Junior, Mitrovic, ils rasent. Donc, des chocs comme Al-Hilal, Real Madrid, des chocs comme Wydad Athletic de Casablanca contre Fluminense. On va pouvoir aussi voir notre niveau africain. Est-ce que ce n'est pas égal ou peut-être supérieur plus ou moins à ce qui se fait du côté du continent sud-américain? Peut-être que on va pouvoir s'enorgueillir et pourquoi pas, ça va ouvrir des fenêtres de transfert à nos joueurs africains qui pourraient pas forcément être vus par des scouts ou clubs européens, mais aussi des clubs asiatiques ou des clubs américains. Donc moi, je préfère garder ce bon côté des choses pour cette nouvelle compétition. Alors, Freddy, qui va voir le jour. selon vous, quelles équipes hors Europe peuvent créer la surprise? Bon, je vais partir aussi sur une équipe d'Asie. Rapidement, l'équipe d'Al-Ain qui a remporté la Ligue des Champions zone Asie. Al-Ain de Soufiane Raimi, justement. Le Marocain. Ils ont fait une grosse saison la saison dernière en battant déjà dans le parcours pour le titre en Ligue des Champions Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Al-Hilal, justement. Avant de remporter la finale avec un Soufiane Raimi tout feu tout flamme. L'équipe était entraînée par une ancienne gloire du football argentin, Hernan Crespo, qui s'est fait virer cette saison, mais ça reste quand même une grosse équipe du continent asiatique et dans une compétition peut-être les Européens auront la tête à autre chose, bon, peuvent quand même se frayer un chemin. Al-Ain où évolue un certain Kwadjo Fodo là-bas, l'international togolais qui aussi marque beaucoup de buts. Alors Francis, mets-nous un truc rapidement et on revient pour déboucher sur d'autres rubriques. Les jaloux parlent, mais je les écoute pas. Je fais ma vie et personne ne m'arrêtera. Je garde ma joie et je ne la perdrai pas. Maman m'a dit qu'il n'y a pas plus beau que moi. Tout ce qu'ils disent c'est que des blablabla. Ils ont tellement raconté sur moi. Ils avaient dit que j'en suis pas capable. Me délirer, tout ça juste pour me faire mal. Mais je m'en fous. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Si j'ai balance le son, on est prêt pour la fête. Tout le monde vient me trouver sur la piste de danse. Oh, m'entendez Tony Mix, pas parler français. Je m'en fous. Dans sa bague des hommes, tout le monde a pété chawa. Passer Panti Mamoun avec Panzerwana. Dans sa bague des hommes, tout le monde a. Alors, maintenant, place à notre rubrique Les cartons, juste après ceci. Alors, monsieur, je vais commencer par Freddy. Déjà, tu nous donnes ton carton. Bon, carton rouge pour Kylian Mbappé, son nouveau penalty manqué face à l'Athletic Club de Bilbao. Bon, déjà, je pense qu'on a envie de défendre des fois le joueur, mais il ne nous aide pas forcément à travers ses performances. Je vais profiter en même temps pour lire un carton ici que Ousmane m'a envoyé depuis Ndali. Ousmane, c'est un auditeur. Il nous dit je donne un carton rouge à Mbappé pour ses performances actuelles en Liga et en Champions League. Il dit que Mbappé doit jouer le banc pendant quelques semaines, histoire de lui montrer qu'il n'est pas indispensable à l'équipe. Vous êtes du même avis que lui, Moucharaf? Non, moi pas du tout. Je pense qu'il faut accompagner le jeune. C'est vrai, il est dans une phase très difficile et qui peut-être se complique davantage de journée en journée. C'est peut-être ce que les gens se disent. Et puis, la confiance, il va falloir lui accorder ça jusqu'au bout. Parce mais si c'est côté confiance, il a eu quand même, ils ont beaucoup fait confiance. Mbappé, ça reste Mbappé. Ouais. Et quand ça va revenir, ça va faire très mal. C'est des hauts et des bas. Vous savez, le football, c'est comme ça. Quand tu manques un peu d'humilité, quand tu t'orgueilles, quand tu fais preuve des actions d'être imbu de ta personne, c'est comme ça te rattrape. Mais après, quand tu te ressaisis, tu peux revenir fort. Alors rapidement, vous nous donnez votre carton. Je vais poursuivre avec mon carton. Moi, je vais donner un carton vert à un club. Bon, c'est un club brésilien, le Botafogo, qui a remporté la Copa Libertadores et qui s'inscrit dans les 4 clubs
qui inscrit son nom plutôt dans les 4 clubs de Rio de Janeiro à avoir remporté cette compétition après, entre autres, Fluminense et j'oublie le nom de l'autre club, le Santos, le Flamengo. Le Flamengo, voilà, le Flamengo. Super, alors c'est sur ces mots-là, on va conclure notre émission. Merci de nous avoir suivis pour ce moment d'émotion et de passion sportive. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles analyses, performances et toutes les actualités du monde du sport. À très vite.